Qu'est-ce que Google a prévu en 2024 pour les marketeurs? C'est ce que j'ai pu découvrir en allant à leur convention à Dublin et j'ai préparé plein de notes que je vais vous partager aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Mavericks Media. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Maxence Van der Zalmen, je suis fondateur de l'agence Make Sense for Digital et CMO de Mavericks. Aujourd'hui, on va parler de Google et de toutes leurs nouveautés. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont prévu. Donc je vous propose d'attaquer tout de suite. Juste un petit disclaimer, c'est qu'il y a beaucoup de sujets. On va pas pouvoir aller en profondeur sur tous les sujets, mais il y aura des vidéos spécifiques sur chacune de ces nouveautés. Si ça vous intéresse ou s'il y a un sujet en particulier que vous voulez qu'on creuse plus rapidement, laissez-nous un commentaire, comme ça on priorisera ces vidéos-là. Donc déjà, avant toute chose, s'il y avait un point à retenir, c'est l'importance de l'intelligence artificielle dans la stratégie de Google. On pourrait croire qu'ils se sont fait dépasser par tout ce qui est OpenAI, ChatGPT, etc. On voit qu'ils essayent de remonter un peu la pente et de nous faire comprendre que ça fait 10 ans qu'ils investissent sur l'intelligence artificielle et que c'est pas eux qui sont en retard, au contraire, même ChatGPT et autres se seraient basés sur des papiers de recherche de Google. Bref, ils ont fait un bon marketing là-dessus. Ce qu'il faut que vous reteniez si vous faites du marketing, c'est que l'intelligence artificielle, forcément, si vous ne l'utilisez pas encore, il est temps de s'y mettre parce que ce sera probablement trop tard puisque vos concurrents auront trop d'avance sur vous si vous laissez ça de côté encore quelques mois, quelques années. Donc comment ça se traduit concrètement l'usage que veut faire Google de l'intelligence artificielle du côté marketing de la chose? Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont beaucoup insisté sur la partie créative, donc tout ce qui va être les images, les vidéos que vous utilisez dans les publicités. Google veut que vous puissiez générer facilement vos images et vos vidéos directement dans les plateformes publicitaires. Et donc, l'intelligence artificielle générative arrive dans Google Ads aussi pour les images. On avait déjà eu quelques améliorations avec le studio qui permettait de changer des backgrounds, de fiches produits, etc. Donc, on pouvait changer le fond qu'il y avait derrière un produit. Donc, typiquement, si vous avez, je sais pas, un rouge à lèvres et qu'il est photographié en fond blanc dans une petite softbox, en fait, vous allez pouvoir mettre un fond sur une plage, dans une forêt, etc. directement dans l'interface. Et là, ils veulent aller encore plus loin avec le fait même d'avoir des vidéos qui sont générées à partir d'une image. Donc le image to video. Et ça permettra pour beaucoup d'annonceurs qui ont seulement des images statiques, qui sont que des photos de leurs produits, d'avoir quand même des mini vidéos de présentation. Comment ça s'articule? En fait, on part de la photo du produit. Là, ils prenaient l'exemple d'une chaussure, par exemple, qui était avec une photo en 2D, une photo classique comme tout le monde a, et qui était animée avec une espèce de plan qui tourne autour. Donc comment ça marche? En fait, ça fait pas un vrai tour complet puisque l'intelligence artificielle ne va pas aussi loin et ne va pas essayer de deviner quel est l'arrière de votre produit. Ça aurait été un risque. Par contre, ça donne une image un peu plus dynamique et ça permet de rajouter des musiques, des voice-overs. Donc ça, pour le coup, si vous avez du mal à créer des vidéos, ce sera des choses assez intéressantes. Et on sait aussi que le coût des vidéos, c'est quelque chose qui peut être assez significatif. Il y a toutes les notions de tournage supplémentaire, etc. Donc ça va être vraiment intéressant à suivre. L'idée derrière ça, c'est aussi de pouvoir créer plein de variantes différentes d'une même créa. Donc par exemple, une photo produit pourrait être déclinée de 1000 façons différentes, une vidéo pourrait être déclinée de 1000 façons différentes aussi. Et l'idée, c'est que Google Ads va pouvoir afficher la meilleure variante possible à un utilisateur donné. Par exemple, si c'est un utilisateur qui aime bien tout ce qui est image en forêt, etc., Google va choisir d'afficher l'image du rouge à lèvres dans une forêt. Si c'est un utilisateur qui est plutôt affinitaire avec tout ce qui est plage, etc., ça va mettre le rouge à lèvres dans la situation de plage et du coup, ça devrait booster les conversions, booster les clics, etc. Donc même si c'est très bien, c'est des belles avancées pour la partie photo et vidéo, on sait qu'il y a déjà la partie génération de texte assistée par l'IA qui est dispo dans Google Ads, au moins sur la partie anglaise, qui est beaucoup plus en avance là-dessus, il y a un peu plus d'historique. Mais pour le coup, moi, je reste assez dubitatif sur la qualité des textes qui peuvent être générés par IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de votre site web et de la capacité qu'aura l'IA à aller chercher les infos. Et donc, au final, on se retrouve avec des textes qui sont assez génériques dans beaucoup de cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion de brand voice, on va dire, de voix de marque qui permettrait de dire à l'IA, ok, voilà ma charte graphique, voilà la charte de la marque, la plateforme de marque. Et donc, respecte ça. Donc ça, il compense un peu avec tout ce qui va être charte graphique. On pourra mettre les codes couleurs, les polices dedans. Donc ça sera à nouveau pour l'image. Par contre, sur la partie texte, il y aura toujours des relectures et quand même un esprit critique à avoir à mon avis. Pourquoi? Parce que vos produits, c'est forcément des produits différents ou de présenter différemment des concurrents. Par contre, les textes, c'est là où il faut savoir se démarquer et générer du clic. Et quand tout le monde aura accès à l'IA sur ça, ou en tout cas quand tout le monde va l'utiliser de plus en plus, le fait de rajouter des petites briques humaines, ça va quand même normalement booster la conversion. Pourquoi? Parce que vous êtes censé être un meilleur marketeur qu'une IA. Et si vous considérez que vous ne l'êtes pas, en fait, travaillez plus pour.
être meilleur que l'IA, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, place à l'image, place à la vidéo, c'est devenu de plus en plus important ces dernières années et c'est cool d'avoir des outils qui vont nous permettre de créer beaucoup plus de variantes sans forcément rajouter des coûts ou de la charge ou de la latence. Typiquement, quand on doit travailler avec des graphistes et autres, ça rajoute et de l'argent et du temps dans les process. Donc ça va être intéressant de pouvoir tester ces fonctionnalités-là dès que ça sort. L'annonce suivante, ça concerne tout ce qui va toucher à l'optimisation à la marge. Donc Google a beaucoup insisté sur le pilotage à la marge et ils ont compris ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a beaucoup d'annonceurs en 2023 qui ont eu des problèmes à cause de la hausse des prix d'achat, qui ont eu des problèmes de marge à cause de l'inflation, etc. Donc Google s'est rendu compte que l'optimisation au chiffre d'affaires, c'était pas si évident pour tout le monde. En tout cas, c'était pas une fin en soi. Et il y a beaucoup d'annonceurs assez avancés qui s'étaient mis à tricher un peu. Nous, on a beaucoup de use cases sur le pilotage à la marge pour Google Ads, mais on devait tricher, c'était pas forcément dans la plateforme. Ça pouvait passer par plusieurs méthodes spécifiques. Ça, pour le coup, on fera probablement une vidéo dédiée là-dessus parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. L'idée, c'est que Google veut récupérer, on va dire, un peu toute cette tricherie qui pouvait avoir lieu et faciliter l'accès à ces fonctionnalités-là pour tous les annonceurs. Donc c'est pour ça qu'ils sortent une fonctionnalité qui s'appelle le Gross Profit Optimization, donc l'optimisation de la marge, qui va arriver d'abord dans les PMax, si j'ai bien compris, et ça permettra de cocher oui, non, tout simplement, et de dire, ok, en fait, cher algorithme va m'optimiser la marge sur cette campagne-là. Il y a eu un petit débat dans la salle parce que on pouvait croire que c'était un pilotage pur à la marge, donc de se donner un objectif non pas de ROAS mais de POAS, pas de Revenue on Ad Spend mais de Profit on Ad Spend, donc plus piloter les campagnes par rapport au chiffre d'affaires mais par rapport à la marge. En fait, non, c'est pas du tout ça. On va rester pour l'instant sur un target ROAS, donc on va quand même continuer à optimiser sur le chiffre d'affaires. Par contre, au sein de cette optimisation-là, l'algorithme va essayer de pousser plus fortement les produits à forte marge. Donc on n'est pas encore sur un vrai pilotage à la marge. Par contre, c'est probable que ça arrive, mais de ce que j'ai compris, ce sera pas avant 2025. Donc il y aura une vigilance à avoir là-dessus. Même les chefs de produits, PMax n'avait pas l'air au clair là-dessus. J'ai pu participer à une table ronde dédiée à PMax avec les 3 référents Product Lead en Europe. Ça avait pas l'air si clair que ça dans leur tête, donc à mon avis il faudra bien surveiller et pas se dire ok c'est quoi ma cible de marge et qu'est-ce que je mets comme cible dans mes campagnes. En fait ça changera pas trop le ROAS pour l'instant, donc je reste un peu dubitatif aussi sur cette feature là parce que si c'est pas un vrai pilotage à la marge, finalement ça vient inclure plus une inconnue dans l'équation qui est de dire ok cher algo continue d'aller chercher du chiffre d'affaires mais maximise la marge, mais au final on sait pas qui va réussir à aller chercher. Et donc, moi, je reste plus partisan d'un target POAS ou de plusieurs campagnes avec des niveaux de marge différents. Donc ça, j'en reparlerai dans la vidéo dédiée quand j'aurai un peu plus d'infos aussi. Ce sera beaucoup plus clair. Par contre, si vous avez des sujets de pilotage à la marge, ça reste une fonctionnalité simple et efficace à mettre en place puisque ce sera juste un oui-non. Il faudra juste réussir à faire passer l'info à Google Ads de vos niveaux de marge. Donc ça impliquera quand même des modifications probablement dans le flux produit. Ce qui sera intéressant, c'est qu'ils ont à nouveau beaucoup reparlé du New Customer Acquisition, donc la possibilité d'avoir une cible différente selon si on est sur du rattrapage d'anciens clients ou sur l'acquisition de nouveaux clients. Et donc combiner ça avec un pilotage à la marge, ça permettra d'aller encore un cran plus loin et pourquoi pas de piloter, pas forcément à la lifetime value, donc la valeur du client sur toute sa durée de vie, mais le lifetime profit directement. Donc ça va être assez intéressant à suivre. Je sais pas si ce sera directement dans les interfaces ou pas. J'attends vraiment de voir à quel point ça va être facile ou non et à quel point ça va être fiable ou non. Pour l'instant, moi je reste sur les méthodes un peu classiques qu'on a mis en place avec nos clients côté agence et on verra si Google arrive à sortir un truc suffisamment clean, fiable et qu'on peut utiliser facilement. Le point suivant, c'est pas forcément une nouveauté produit, donc c'est pas un nouveau produit que va sortir Google, par contre c'est un nouveau jargon, un nouveau mot que Google essaye de faire rentrer dans les mœurs, un peu comme il l'avait fait avec la méthode Agakure, sur la chaîne également, ou tout ce qui était notion de creative excellence, etc. Ils essaient parfois de jargonner un peu pour faire du branding et surcommuniquer sur des termes. Donc là, la nouvelle définition qu'ils veulent essayer de faire ancrer, c'est la Power Pair. Power Pair, c'est quoi pour eux? En fait, Power Pair, dans le nouveau jargon de Google, c'est le fait d'utiliser à la fois des campagnes search et des campagnes performance max. Donc pour eux, ça donnerait accès à plus 16% de conversion, plus 16% par rapport à quoi on n'avait pas trop l'info pour le coup. C'était dans le replay, vous pouvez le voir sur la chaîne de Google sur YouTube. Vous verrez si vous comprenez mieux que moi, mais en gros, plus 16% de conversion versus quoi? Versus des gens qui utilisent que le search versus des gens qui utilisent que PMax. On ne sait pas. Je viens renforcer un point, c'est que PMax n'est pas un type de campagne autonome. Ça, c'est une conviction que j'avais depuis longtemps. PMax, ça vit vraiment avec d'autres types de campagnes, avec des campagnes display, des campagnes YouTube et des campagnes search et même des campagnes standard shopping. Bref, PMax n'est pas du tout autonome et donc là, avec cette notion de Power Pair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient renforcer l'importance du search, des campagnes search, donc les campagnes sur le réseau de recherche, dans un mix média intra-Google Ads. Donc pour le coup, nous on a vu pas mal de monde se poser la question, ok, est-ce qu'il faut que j'abandonne le search? Parce que de toute façon, PMax peut aussi aller sur le search. En fait, là, ce que Google nous dit, c'est que le search reste important.
Ça va être encore plus important apparemment quand les résultats générés par IA vont arriver sur Google en Europe. Donc vraiment pas un type de campagne à délaisser, et encore moins si votre business c'est de la génération de leads. Pourquoi? Parce que PMax qui peut être très mauvais sur la génération de leads, ou en tout cas très bon en apparence et très mauvais sur des leads convertis. Donc ça, pour le coup, les campagnes search, moi j'y tiens, je veux les garder, et c'est l'avantage puisqu'il y a de plus en plus de monde qui les délaisse, donc les coûts restent maîtrisables là-dessus. Alors oui, ça prend plus de temps qu'une PMax à optimiser, oui les volumes sont peut-être moins importants, par contre, en fait ce que vous voyez pas, c'est que une campagne search qui s'affiche à côté d'un résultat shopping, peut-être que c'est le résultat shopping qui va être cliqué et donc un clic attribué à PMax. Par contre, c'est la campagne search qui aura permis de booster le clic sur la partie shopping. Pourquoi? Parce que la campagne search, en fait, ça vous aura permis d'afficher plus de garanties, d'afficher plus d'USP, donc les Unique Selling Proposition, donc ce que vous avez à vendre à votre client mis en valeur. Et donc c'est ça qui peut booster des clics sur les résultats shopping, même si le search, finalement, il a juste eu une impression et ça va pas remonter dans nos campagnes comme des résultats qui viennent du search. Donc vraiment, pour moi, cette notion de Power Pair, c'est juste une nouvelle expression, c'est pas quelque chose qui est révolutionnaire, c'est plus une façon pour Google de réinsister sur l'importance de garder du search à côté de ses PMax. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose, comme je disais, j'étais déjà convaincu de ça, donc aucun souci là-dessus, pour le coup. C'est juste si vous aviez le projet d'abandonner le search, en fait, désolé, vous allez devoir continuer à vous y mettre. La prochaine actu, ça concerne Demand Gen, donc les campagnes de génération de la demande de Google qui sont à la fois sur le réseau Discover et sur YouTube. L'info est assez intéressante puisque, vous le savez probablement, les segments Similar User, qui est un peu le lookalike de Google Ads, ça avait disparu dans les campagnes traditionnelles. C'est revenu sur Demand Gen. Par contre, les tailles d'audience nécessaires pour pouvoir faire ces listes, elles étaient assez importantes pour certains. Il fallait avoir au moins 1000 personnes dans une audience pour pouvoir faire du similaire. Pourquoi? Probablement parce que Google voulait pas qu'on puisse aller aussi finement dans le fait de dire ok, je veux quelqu'un qui ressemble à ce client-là en particulier. Ça, pour le coup, c'était pas possible. Mais là, la nouveauté, c'est que le segment d'audience, la taille, descend à 100 utilisateurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour à la fois les petits e-commerçants qui ont des petites listes de clients et pour les business locaux qui ont souvent aussi des listes de clients moins importantes et qui n'avaient plus forcément accès à cette fonctionnalité-là. Donc c'est cool, ça permettra à plus de monde d'en profiter parce que ce qu'on avait remarqué, surtout depuis RGPD et ces notions de taille d'audience assez importantes à avoir dans les plateformes, en fait, c'est que il y avait un avantage avec ça, c'était les gros annonceurs qui avaient déjà énormément de moyens, et au final, être un petit e-commerçant, un petit business en ligne, c'était plus compliqué parce qu'on avait moins de fonctionnalités disponibles. Donc là, c'est cool, ça permettra de remettre un peu tout le monde à la page. Donc il faudra voir si la qualité du matching est au rendez-vous, mais au moins ça permettra de tester et de faire un A/B test pour vérifier si ces segments-là sont plus pertinents que des segments sur du custom intent ou autre. Donc ça va être fun à voir, on va tester, il y aura peut-être quelques A/B tests à prévoir de votre côté là-dessus si vous voulez voir la performance de ces segments. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être sympa à tester. Donc ça, vraiment très cool, et ça peut permettre encore un peu plus d'adoption sur Demand Gen qui a encore un peu de mal, j'ai l'impression, à se faire une place dans le mix média des annonceurs. Le point suivant, c'est sur les shorts, donc les YouTube Shorts. On voit que Google essaye fortement de monétiser cette partie-là et de la faire adopter. Ce qui va arriver sur les shorts, il y avait déjà la pub YouTube Ads dédiée aux shorts. Le short, pour rappel, c'est cette petite vidéo verticale à la TikTok qu'on a sur YouTube. Donc il y avait déjà la possibilité de faire des ads dessus. Là, ce qu'ils vont rajouter, c'est ce qu'ils appellent les stickers. Et donc ça permettra de mettre ces produits directement dans les shorts et de les rendre cliquables, donc avec un flux produit probablement, ils sont pas rentrés dans le détail à ce niveau-là. Et donc ça permettra de faire des pubs dédiées aux produits, voire même potentiellement, on l'espère, du retargeting aux produits. Par exemple, si quelqu'un a abandonné son panier avec tel produit dedans, on pourra pousser le short avec ce produit-là. Donc ça, ce serait vraiment cool. S'ils arrivent à mixer cette partie-là avec le fait de faire des vidéos aux produits générés par IA, là, pour le coup, on pourrait avoir un combo qui est assez sympa. Voilà, j'en profite pour redire que si vous n'utilisez pas encore YouTube Ads, c'est vraiment un levier qui est en pleine croissance. Et donc, si vous ne l'utilisez pas encore, vous risquez encore une fois d'arriver trop tard. Donc, c'est vraiment quelque chose à tester dès maintenant. C'est pas encore très cher, mais ça a tendance à augmenter. Moi, ça fait 7 ans que je fais du YouTube Ads. On voit que les coûts ont tendance à augmenter ces derniers mois. Ça reste quand même beaucoup plus accessible. On est vraiment pas loin du display, alors qu'on a quand même un écran vidéo, c'est-à-dire qu'on peut pousser une vidéo à nos utilisateurs. Donc c'est quand même un canal privilégié. On est quasiment sur de la VOD, de la vidéo on demand, sur de la pub télé. Donc vraiment, intéressez-vous à YouTube Ads. C'est quelque chose qui gagne vraiment à être connu, et il y a un usage de YouTube qui est de plus en plus massif. Pour le coup, YouTube est un réseau qui est en croissance, donc ça, c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que par rapport à la télé classique. L'autre point qui risque de changer, c'est enfin l'arrivée des résultats générés par IA sur le réseau de recherche. Donc, quand vous tapez une requête dans Google, si vous êtes en dehors de l'Europe, vous avez déjà des chances d'avoir une réponse qui est générée par Gemini, donc l'IA de Google, ChatGPT de Google,
Enfin, engueulé pour avoir dit ça. Mais du coup, on voit que c'est ce qu'ils appellent la Search Generative Experience. Donc c'est une expérience de search qui mélange aussi l'IA générative. Et ça, en Europe, avec tout ce qui était RGPD et autres, il y avait des problèmes de droits d'auteur, etc. Parce que forcément, les IA, s'ils font des trucs. Et donc Google attendait d'être prêt pour lancer ça. Donc si vous l'avez pas encore testé, si vous avez accès à un VPN, mettez un VPN aux US et allez sur google.com, faites quelques recherches sur par exemple, je sais pas, comment torréfier son café ou des trucs comme ça. Et c'est l'IA de Google qui risque de vous répondre. Donc ça va arriver chez nous et en combo avec ça, en fait, on sait que Google pouvait pas se passer de résultats payants là-dessus et donc les ads vont avoir une place beaucoup plus prépondérante là-dedans. Ils vont vraiment remettre ça au cœur des fonctionnalités et donc on pourra booster ces publicités aussi au sein de ces résultats générés par IA. C'est pas encore très clair la façon dont ça va être fait. On voit qu'ils vont les remonter probablement assez haut par rapport à ce que c'est aujourd'hui hors Europe. Et donc, c'est quand même très cool parce que si vous arrivez à avoir des résultats qui sont pertinents face aux requêtes des utilisateurs, ça change pas, mais qu'en plus l'IA donne pas une réponse complète, vous pouvez être le relais de ces résultats-là et donc faire amener les utilisateurs sur votre site web et les faire continuer une navigation. Donc ça va être intéressant aussi du côté SEO pour le coup, puisque si vous n'avez pas encore pris le pli de faire des contenus adaptés pour une position 0, donc la position c'est par exemple, je reprends le comment torréfier son café, vous avez les petites questions qui sont écrites telles quelles sur la page de résultats de recherche avec la petite flèche vers le bas et où il y a la réponse directement sur la page de Google. Si vous avez commencé à vous adapter à ça, très bien, vous êtes prêt pour être le premier résultat côté IA générative. Par contre, si c'est pas encore le cas, en fait, intéressez-vous au SEO dès maintenant. C'est vraiment quelque chose qui, à nouveau, gagne à être connu. Je sais que ça fait beaucoup de boulot, mais pour le coup, c'est l'évolution naturelle de Google. Et Google, ça reste plus de 90% de part de marché des moteurs de recherche. Donc forcément, si vous ne vous adaptez pas à cette énorme manne de trafic qu'est Google, votre site web, il est probablement condamné dans les 10 prochaines années à venir. Donc intéressez-vous à cette partie SEO, intéressez-vous à la partie ads parce que ça va pas mal bouger sur ça et on le voit, on n'a pas de date sur quand ça va arriver en Europe, mais ça va être assez intéressant à suivre. Prochaine feature, c'est la partie rapport généré par l'IA. Donc on l'avait déjà un tout petit peu dans Google Analytics 4 pour ceux qui l'utilisent. C'est la partie où Google essaye de trouver des patterns, trouver des choses à vous montrer par rapport aux données qu'il voit et aux aberrations qu'il peut y avoir, à des opportunités ou des menaces qui peuvent peser sur votre site. Ça va arriver aussi dans Google Ads et donc ça va être intéressant parce que en un seul clic, vous allez pouvoir avoir accès à des infos, vous allez pouvoir chatter avec Gemini dans Google Ads pour dire ok montre-moi le rapport d'emplacement de la semaine dernière ou dis-moi qui sont les 3 concurrents avec qui je m'affiche sur telle campagne. Donc ça va être assez sympa. Ça remplace pas, à mon avis, des reports et des alertings classiques, que ce soit généré via des scripts ou des Looker Studio en voyant continu. Mais en cas de problème sur vos performances, ça permettra d'aller un peu plus facilement en exploratoire. Donc à voir à quel point ça fait gagner du temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir si on pourra aussi sortir cette donnée-là directement de Google Ads et l'amener ailleurs. Typiquement, si on peut l'avoir dans un Looker Studio, ça pourrait être intéressant aussi. Pourquoi? Pour pouvoir cantonner aussi l'IA sur un set de données spécifiques. Parce qu'au sein d'un compte Google Ads, vous allez pouvoir avoir plusieurs objectifs de conversion. Donc à voir à quel point l'IA arrive à s'adapter à vos questions. Mais ce qui est cool, c'est déjà qu'on aura plus d'accès à de l'information et ça fera un peu comme si on avait un petit assistant, un petit Gemini Cricket sur notre épaule qui permettra d'avoir un relais quand on a des études à faire dans notre compte Google Ads. Donc ça, pareil, j'attends de voir ce que ça va donner. Ça peut être très cool, comme ça peut être vraiment mauvais, donc ça se teste à nouveau. On ne sait pas si ça s'intégrera dans les routines quotidiennes, mais on verra. L'annonce suivante, c'est l'arrivée de Meridian, qui est un outil de marketing mix modeling MMM pour les intimes de Google. Donc c'est quoi un marketing mix modeling? C'est un outil qui permet de savoir quelle est la vraie contribution de chacun des points de contact d'un client dans un mix média. Donc typiquement, je vulgarise, si vous avez une pub display sur laquelle un utilisateur a cliqué, ensuite il est retargeté par Meta et finit par un clic sur votre campagne Search Mark, ça va un peu plus loin que l'attribution classique puisque vous pouvez avoir des chemins beaucoup plus complexes qui seront analysés. Et là, Google crée un outil qui est open source, qui sera à disposition de tout le monde. Il faudra juste savoir coder en Python. Donc ça, par contre, ça demandera un peu de travail de votre côté. Et surtout si vous ne savez pas l'utiliser ou de faire appel à un spécialiste ou à une agence. Mais du coup, ça permettra d'avoir une vue un peu plus complète de son mix média et d'aller plus loin que l'attribution classique, qui est plus un outil de pilotage au mois. Les MMM, moi j'ai tendance à dire, vous en faites au moins un par an, c'est très bien. Et là, l'avantage, c'est que c'est open source, donc tout le monde pourra en faire un. Là où avant, il fallait passer par des cabinets de data assez spécialisés, ça pouvait être assez cher. Et du coup, c'était accessible surtout à des gros annonceurs. Là, ce qui est cool, c'est que ça va permettre à beaucoup plus de monde d'aller tester ces fonctionnalités. Le dernier point, ça va être le tracking. Donc Google a énormément insisté sur le fait que le tracking, c'était devenu vital. La donnée
1P, donc la donnée qui vous appartient. C'est vraiment crucial si vous voulez de la performance publicitaire. Et donc, Google met en place un outil de diagnostic en continu qui vous enverra des alertes dès qu'il y a un problème de tracking. En fait, ce que Google a remarqué, c'est que dès qu'il y avait un problème de tracking, les annonceurs avaient tendance à baisser les investissements, puisque forcément la perf, soit elle est mal traquée, soit elle décroît, puisque comme l'algorithme ne sait plus si ça marche ou pas, il va baisser puisqu'il ne sait pas s'il atteint ses perfs ou pas. Donc Google met l'accent à fond sur l'alerting, sur le suivi, sur la résolution des problèmes de tracking. Vous allez avoir un auto-diagnostic en continu, clair, qui vous alerte et qui vous permet de savoir quoi faire dès qu'il y a un souci. Les problèmes de tracking, souvent c'est les mêmes et donc ça peut être auto-résolu avec l'auto-tagging, etc. Mais l'idée, ce sera de permettre à plus de monde d'avoir accès à cette info-là et de plus avoir des annonceurs comme j'ai pu en croiser par le passé, qui n'avaient pas de tracking actif pendant 3 mois et qui s'en rendent compte au bout de 3 mois. On remarque quand même que les perfs, elles se sont dégradées sur le quarter et qui ont remarqué que les performances avaient bien baissé sur le trimestre et qui viennent enfin s'en inquiéter. Bon ça, normalement, ce sera plus possible puisque on aura les alertes qui sont faciles, qui sont probablement aussi assistées par un peu d'IA derrière. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et Google a aussi rappelé l'importance de travailler avec des Consent Management Platforms. Donc c'est les plateformes qui gèrent ce qui se passe derrière l'écran quand vous cliquez sur j'accepte les cookies, oui, non, qui est aussi très important pour Google puisque les utilisateurs qui disent non, Google n'a pas l'information et ils sont obligés de modéliser, donc de faire un peu un produit en croix, j'ai tendance à dire sur cette partie-là, pour recalculer les vraies performances et savoir si l'algorithme fait bien son travail ou non. Donc voilà, c'est ça pour le gros des nouveautés. Il y en a encore quelques autres, mais j'ai dû un peu filtrer, sinon la vidéo elle ferait 2 heures ou ça serait les 48 heures que je vous ferai en replay, ce qui n'aurait aucun intérêt. J'espère que vous avez appris des choses, que vous êtes aussi excité que moi à l'idée de tester certaines de ces nouveautés. Comme d'habitude, tenez-vous au courant, abonnez-vous à la chaîne, c'est là où on partagera tout ce qu'on sait sur ces nouveautés-là, sur les autres qui vont probablement encore arriver derrière. Et si une de ces nouveautés vous a tapé dans l'œil, mettez-la en commentaire, comme ça on priorise cette partie-là. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Mavericks. À très vite.